Hello, hello, bienvenue sur le podcast Pro et Serein, où nous pensons que les techniques qui facilitent la vie pro et perso devraient être connues du plus grand nombre. Nous testons et validons pour vous ce qui, selon nous, marche le mieux, pour vous permettre de vivre votre vie selon vos propres termes. Eh bien, bonjour Geoffrey, bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Salut Romain, salut Jean-Philippe. Aujourd'hui, on va continuer dans la série du bien-être numérique, du digital wellness, et je vous avais promis déjà l'épisode avant de vous donner des petits trucs et astuces sur les 8 points de l'échelle du bien-être numérique. Je vais vous rappeler évidemment juste après, même si je sais que vous les connaissez par cœur. Et aujourd'hui, on va en faire que 4 en fait, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Et puis on fera ensuite les 4 suivants, etc. sur encore un épisode derrière. Alors, est-ce que vous vous souvenez un petit peu des points de bien-être numérique que j'avais mentionné ? Oh, une interro surprise, j'adore. Hein ? Il y avait donc le côté sociable. Le fait, ok, d'utiliser les relations, on va dire. Ouais, relations. ok, ça marche. Il y avait la relation avec son téléphone. Ok, qu'on peut mettre un peu, voilà, aux différents. Bon, allez, je vous les rappelle. En tout cas, les 4 d'aujourd'hui, c'est la productivité. Donc, je vais vous donner des petites choses sur la productivité, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qu'on a déjà évoquées dans ce podcast. Donc, c'est quand même assez plaisant de savoir que finalement, on s'était pas trop gouré. Il y a des choses sur l'environnement de travail. Comment c'est des choses qu'on avait déjà vues dans l'épisode précédent, faire attention à l'environnement dans lequel on travaille, mais là je vais vous donner d'autres petites choses. La communication en tant que telle, et puis les relations entre les personnes. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Voilà. Je me propose dans un autre épisode de vous parler de santé mentale, de santé physique, donc à chaque fois, c'est comment avoir un bien-être numérique dans ces domaines-là. Du fameux quantified self, qui est le fait de se mesurer tout le temps, le nombre de battements de cœur, le nombre d'heures de sommeil, le machin, etc. Et puis, moi qui m'intéresse bien, c'est la citoyenneté numérique. C'est pas que les autres m'intéressent pas, c'est que celui-là, finalement, que je pensais maîtriser, finalement, je vois que je le maîtrise peut-être pas tant que ça. Il y a beaucoup de choses qui passent un peu à la trappe. Voilà. Alors, vous êtes prêts ? Oui. Je suis prêt. Magnifique. On va donc commencer par la productivité et comme je disais, sans surprise, on va retrouver beaucoup de choses dont on a déjà parlé dans ce podcast, ce qui fait que j'ai presque hésité quand j'ai rédigé cette petite chronique à me dire je vais leur envoyer vers l'épisode machin, vers l'épisode truc, vers l'épisode... Voilà, vous aurez intérêt, vous aurez avantage à le faire, ça sera une bonne occasion si vous ne connaissez pas encore tous les épisodes de le faire. On va commencer par parler un peu d'hygiène technologique. Qu'est-ce qu'on entend par là, par l'hygiène technologique ? En fait, ça va être finalement d'avoir une approche consciente, comme toujours vis-à-vis de l'outil technologique, et finalement de se prendre du temps, de se réserver du temps sans techno et du temps avec techno, d'essayer de voir un peu à quel moment on peut faire sans et à quel moment c'est mieux ou bien de faire avec. Alors, on peut commencer déjà par définir des plages de temps libres. Ce que tu appelles libre, c'est sans techno. Ça peut être sans techno ou ça peut être des plages de temps dans lesquelles on va pas venir nous déranger. Je peux très bien dire, voilà, là je vais prendre une plage de temps libre et je vais communiquer clairement à mes collègues et pourquoi pas au monde de la famille aussi. Je peux faire ça dans le perso aussi en disant, voilà, au boulot par exemple, aucune communication après 18h, c'est pas la peine, je suis parti, je suis pas là, j'en veux pas. Ça peut être ça. Ça peut être aussi soi-même de se dire, il y a des endroits dans ma vie où je ne travaille pas, par exemple. D'accord. Ou je n'effectue pas de tâches liées à ce genre de choses. Et je sais que j'en avais... Sous la douche. Par exemple, ça peut être une idée. Ouais. Essayer de ne pas avoir d'idée sous la douche, ça va être très challengeant, mais on peut essayer. C'est quand même un endroit idéal pour ça. Oui, c'est vrai que c'est pas mal, ouais. Mais je vous avais partagé pendant cette période de confinement la fois où j'étais allé me confiner à la campagne et où finalement c'était très désagréable parce que je me retrouvais à travailler dans un lieu qui pour moi était associé totalement à la détente et au farniente et à tout un tas d'autres choses. Voilà, donc je pense que c'est un peu l'idée, c'est un peu de ça, se dire voilà, il y a des endroits qu'on va pas mixer forcément. Et ça va un peu dans ce que je vous disais aussi la semaine dernière, qu'on vous a donné aussi d'autres fois comme bonne pratique, le fait de se dire, si vous êtes en télétravail chez vous, par exemple, et que vous n'avez pas le choix d'avoir un autre endroit ailleurs, eh bien, l'endroit auquel vous travaillez, c'est un endroit qui est uniquement pour le travail. C'est-à-dire que c'est pas un endroit, évidemment, ça suppose d'avoir un minimum de place, mais des fois, on peut un peu se trouver un petit coin de table. Et là-dessus, c'est que du boulot, c'est pas autre chose. Donc, vous voyez, c'est pas comme quelqu'un qui va dire, je travaille sur la table de la cuisine. Non, parce que la table de la cuisine, elle sert à plein de choses, ça sert pas forcément à travailler. Plutôt se trouver des endroits dédiés comme ça et des endroits donc à l'inverse où on décide de pas travailler, par exemple. Je trouve ça intéressant aussi à mettre en place pour les enfants. Carrément. Justement, quand tu parles de la table de la cuisine, au lieu de les faire bosser leurs devoirs, allez-y, ouvrez vos cartables, installez-vous ou installe-toi et tu fais tes devoirs sur la table de la cuisine, arriver à créer dans la chambre de l'enfant, même si elle est partagée avec 2 ou 3 enfants, mais un espace en disant, voilà, ça, c'est le bureau pour les devoirs. Ça. Et quand tu es sur le bureau, on essaye de limiter les distractions, on essaye de vraiment rester concentré sur la fonction devoir.
Jean-Philippe? Alors moi, j'ai un de mes nombreux appartements où j'ai que 40 mètres carrés. Alors c'est celui où je vis le plus souvent. Donc il y a une pièce qui est à la fois ma cuisine, mon salon, ma chambre, mon bureau. Oui. Et alors, et je me pose la question, est-ce qu'il y a moyen finalement de sectoriser ou en tout cas de changer symboliquement? C'est-à-dire, cette table qui est peut-être ma table de travail où il y a un joyeux bordel pourrait devenir la table du salon faite pour autre chose et où il y aura certainement aussi un joyeux bordel. Ça, c'est autre chose. Alors peut-être que ça serait possible. À ce moment-là, il faudrait qu'il y ait quelque chose c'est un peu les techniques de PNL, je pense qu'on s'approche de ça. Quelque chose qui va identifier qu'effectivement tu as un symbole, donc en l'occurrence, comme tu l'as dessiné, qui va signifier que là, c'est autre chose. Là, je suis en mode travail. Alors je sais pas si c'est par exemple retourner la nappe ou mettre une nappe d'une autre couleur ou j'en sais rien, un truc comme ça. Ah oui, ou avoir des plantes différentes et puis la plante que tu poses, voilà. Ouais, c'est intéressant parce que en tout cas, c'est vrai que je ressens de la confusion du coup en étant dans cette pièce-là et c'est vrai que au fond, je peux accepter un appel boulot vers 21h quoi. Ouais, bah voilà. Parce que t'es toujours à la table du travail. Parce que t'es à la table du travail finalement. C'est ça. Moi, ce qui me vient par rapport à ce qui est en train de développer, c'est le côté, tu parlais de PNL. Finalement, ce qu'on cherche à faire là, c'est à développer la productivité dans un environnement. Donc ça s'appelle, en PNL, ça s'appelle créer un ancrage. Oui. Et tu crées un ancrage avec les 5 sens, donc au niveau de l'odorat, au niveau de l'ouïe, au niveau du visuel, etc. Donc si tu changes la nappe, tu mets la jolie plante, tu crées finalement un ancrage visuel. Tu mets un casque et dans ton casque, tu peux mettre une musique spécifique, une playlist qui correspond à ta playlist de travail, par exemple. Au niveau odeur, tu peux tout à fait mettre un diffuseur ou activer, je sais pas, un brumisateur avec une certaine odeur qui, tu vas décider, tiens, ça va être l'odeur que je mets lorsque je me mets au boulot. Et du coup, effectivement, tu peux créer un ancrage en disant, à ce moment-là, je crée un environnement propice au travail et ça, c'est que utilisé pour le travail. Ah oui, donc si la plante X, Y, Z est pas sur la table au moment où l'appel sonne à 21h, je décroche pas. Mais c'est vrai que du coup, comme il n'y a plus, quand on travaille chez soi, beaucoup, dans un petit lieu, en fait, effectivement, peut-être qu'en fait, il faut assurer les transitions d'une autre manière, en fait. Parce qu'il y a la transition des transports, il y a la transition des courses, de je sais pas quoi. Tu descends, tu fais le tour du pâté de maison et tu remontes. Alors, je vais revenir sur mon sujet, si ça vous va. Bon, d'accord. C'est gentil, merci. Non, mais en fait, voilà, en tout cas, tout à fait dans le sujet, jusque-là, pas de problème. Donc, je continue sur mon hygiène. Continuez sur votre hygiène. Mais je continue sur mon hygiène technologique, s'il vous plaît. Surtout ceux qui travaillent avec vous, de près. Voilà, mais dans la même logique, donc on va réserver, comme on disait, des endroits sans écran à la maison, et on peut faire aussi, pourquoi pas, au bureau. Se trouver aussi des activités professionnelles à faire sans écran, ou des endroits dans lesquels il y aurait pas d'écran. On peut imaginer une salle de réunion, par exemple, où il y aurait pas d'écran. Alors évidemment, avec toute l'omniprésence de Zoom et du télétravail, c'est devenu quelque chose de presque impensable. Mais pourquoi pas? On peut imaginer un endroit qui soit vraiment en mode workshop avec des tables, des papiers, des crayons, mais zéro écran, rien de numérique. Ça peut être aussi une idée pour se ressourcer dans ce genre de choses. Et dans la suite logique, de remplacer évidemment des activités sur écran par des activités sans écran. Et pourquoi pas des activités de groupe. Évidemment, l'exemple qui vient le plus rapidement, c'est en famille, plutôt que faire un truc sur la PS ou sur l'iPad, on va sortir un jeu de société, des trucs comme ça. On peut faire aussi encore une fois des réunions sans écran ou des réunions où il y a brainstorming avec plein de post-it, hein. Avec plein de post-it. Et ce qui est important, c'est d'avoir les téléphones notamment hors de vue. Ouais. C'est-à-dire que c'est même pas pour la même raison qu'on mentionnait autrefois, c'est que le simple fait que l'œil voit le truc, sait qu'il est pas loin, déjà c'est une distraction parce que je me dis peut-être qu'il va sonner, peut-être qu'il peut sonner, etc., etc. J'en arrive donc à cette gestion des distractions et ça ne sera pas une nouveauté non plus. On va désactiver toutes les notifications. Si jamais vous avez du mal avec ça, on peut faire des fois en plusieurs étapes. On peut désactiver toutes les notifications non humaines. C'est-à-dire tous les trucs c'est une machine qui nous avertit. C'est pas quelqu'un qui cherche à nous joindre, c'est une machine qui nous dit, il y a ça, et t'as ça dans 5 minutes, et il y a ça à faire, et c'est tout là. Tout ça, déjà, on peut, y compris les emails. Mais évidemment, vous savez que ici, on est plutôt fan de se dire, mais non, mais zéro notification, c'est nous qui allons chercher l'info quand on en a besoin. Voilà, sauf extrême urgence, on va dire.
Un petit nouveau qui est venu ici, mais qu'on va reconnaître très bien, c'est de régler son téléphone en niveau de gris. Vous vous rappelez cette petite marotte finalement voilà, et que j'ai poursuivi d'ailleurs à titre personnel, puisque je peux faire un petit débrief. Hein. Mon téléphone est toujours en niveau de gris, sauf quand je regarde des photos, des images qu'on m'envoie, etc. Et c'est devenu assez plaisant. En fait, même je trouve presque ça agressif maintenant quand je le remets en couleur. J'ai l'impression qu'on essaye de me choper les yeux et de me les bouger dans tous les coins et tout. C'est assez. Le droit il va là, le gauche il va là. Ça c'est un peu ça, ouais. Ça fait un petit côté caméléon comme ça, mais pas dans. Alors, pour partager sur le niveau de gris, moi aussi j'utilise. Et par contre, je vais peut-être l'utiliser moins que toi, Romain, d'après ce que j'entends. Il est pas tout le temps en niveau de gris, mais pour moi, il est en niveau de gris quand c'est un moment où je souhaiterais ne pas utiliser mon téléphone. Donc finalement, on a tous le réflexe de tiens, je vais regarder ce qu'il y a sur mon téléphone, s'il y a une news, s'il y a une info, etc. Et là, donc lorsque je suis sur une phase, sur un moment de temps où je me dis bah tiens là j'ai pas besoin dans l'heure qui vient d'utiliser mon téléphone, je le passe en niveau de gris. Sur iPhone, il y a un raccourci, j'ai mis un triple clic sur le bouton et ça bascule niveau de gris couleur. Donc triple clic, niveau de gris. Et du coup, si par réflexe à un moment ou un autre, bah ma main s'avance vers le téléphone et le déverrouille, ouais. Et ben du coup visuellement je sais tout de suite ah oui effectivement. C'est pas le moment, pouf, je repose et ça me rappelle. Parce que c'est tellement facile de s'auto-piéger finalement, de dire, voilà, d'avoir le réflexe et puis finalement on regarde et puis boum, il y a 20 minutes qui sont passées, etc. Ah, c'est bon parce que on peut basculer très facilement niveau de gris, niveau de couleur. L'étape d'après, c'est la décharge électrique, c'est ça là Je ne suis pas si méchant avec moi. Oui, c'est ça. Super. Qu'est-ce que je disais d'autre pour les distractions? Donc, les pop-ups sur l'ordinateur, très bien. Donc, le téléphone hors de vue ou alors en niveau de gris, comme fait Geoffrey. On supprime les pop-up sur le navigateur. On supprime, oui, bien sûr, ça n'existe pas. Voilà, ça supprime. Et si jamais vous avez vraiment des choses que vous savez que vous avez envie de les voir, comme, je sais pas moi, regarder des news, regarder les nouvelles, regarder un truc, etc., bah, pourquoi pas vous dire, bah, j'ai des heures dans la journée où je peux le faire. Et vous mettre des heures où c'est OK. Ouais. L'heure tiens, c'est ma consultation des news de l'info de la journée, etc. On dirait qu'on parle d'une drogue. Mais et oui. Que, on a, donc, vous imaginez autre chose, vous croquez le bâton de réglisse pour pas fumer. Vous pouvez vous dire, vous prenez une par jour, mais voilà, et vous retirez tout ce que vous avez qui vous fait penser au tabac. Ça rappelle ça quand même, hein. Mais c'est ça, mais parce que c'est terrible. Mais il y a une vraie addiction, c'est pour ça. C'est pour ça. Et même ça aide à faire ce truc que les addicts connaissent aussi, qui est le shuffle en anglais, c'est le fait de toujours repousser, de reporter un peu, de se dire ok, je prends pas ma clope maintenant, mais dans 5 minutes. Mais dans 5 minutes. Mais bah là, c'est plutôt de se dire ok, je regarde pas les news maintenant parce que tout à l'heure, j'ai ma plage encore où je peux regarder les news. Donc voilà, j'ai un créneau, tout va bien, respire, ça va bien se passer. Ok, on passe maintenant à l'amélioration de la concentration. Donc là, pas de surprise non plus. La bonne pratique de bloquer du temps dans l'agenda pour les périodes de temps concentrées afin que personne puisse vous mettre une réunion là-dessus, est une bonne pratique confirmée, avérée. Donc évidemment, je vous encourage encore une fois à le faire. Un truc sympa aussi, c'est de commencer les journées par 1h30 de travail ininterrompu sur le projet sur lequel on a vraiment envie de terminer. C'est-à-dire avant même de regarder les emails, le calendrier, quoi que ce soit. Enfin, évidemment, le calendrier, loupez pas les rendez-vous, mais se dire, voilà, je commence ma journée, je m'assois et je fais 1h30 et j'émerge dans 1h30, mais au moins j'aurais bossé là-dessus. C'est pas mal ça. Ça fait penser à manger la grenouille un peu. Oui, alors là, on te dit pas forcément la grenouille, mais ça peut. C'est vraiment un truc sur lequel tu veux bosser, tu te dis, ma journée est réussie. Ma journée est réussie si j'ai fait ça. Oui, d'accord, ok. Ouais, d'accord. Je mets un bémol là-dessus parce que pour travailler avec un certain nombre de personnes qui ont envie de développer leur concentration, s'ils n'ont pas vidé leurs inbox avant de se mettre sur le gros sujet, ils sont en stress de est-ce qu'il n'y a pas un truc qui est tombé dans la nuit, est-ce que j'ai pas un client que j'ai besoin d'appeler, est-ce que etc. Et du coup, ils sont moins présents et moins concentrés sur le sujet sur lequel ils ont décidé de travailler 1h30. Je te rejoins complètement, parce que à titre perso, c'est ce que je fais en fait. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas tout à fait la même chose. Je regarde pas mes mails avant, dans cette optique-là, en me disant il y a peut-être un scud qui est arrivé. Je les regarde pour me dire est-ce qu'il y a quelqu'un qui est bloqué quelque part. Pareil, tu vois, et pour me dire, je veux juste débloquer. Une priorité que je veux faire passer avant les 90 minutes que je vais me donner pour avancer sur mon sujet. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un à débloquer? Est-ce que on sait très bien que si c'est une vraie urgence et l'usine est en feu, il y a le téléphone qui va sonner, ça va vibrer dans tous les sens, etc. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus urgent ou de plus important en l'occurrence qui doit prendre place avant les 90 minutes?
Donc ça, je comprends tout à fait. Oui, Jean-Philippe? Oui, moi j'ai à peu près 4751 activités pour perdre ma concentration en 1 minute. Franchement, je les maîtrise très, très bien. T'as cherché un éditeur? Je pense que ça pourrait intéresser du monde, faut voir. Pas sûr. Non, 1 ou 2 exercices minutes pour se reconcentrer quand on perd la concentration. Je sais que tu connais ça et Romain et peut-être même Geoffrey aussi. Mmh. Moi, je connais pas. Alors moi, il y a un truc que je connais qui date d'il y a longtemps. Hein. C'est sur les rails. Alors, comment je pourrais vous dire ça? En fait, il faut visualiser. Il faut visualiser un train. Imaginez un train, l'arrière d'un train, vous voyez, comme ça, avec un grand panneau dessus, avec un trait, un I par exemple, qui est dessiné sur ce train-là. Et vous allez imaginer que le train démarre doucement, et puis de plus en plus vite, et il va tout droit. Les rails sont vraiment tout droit. Tout va tout droit, et le truc va s'éloigner, 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 jusqu'à devenir juste un point à l'infini et disparaître. Et si on arrive à faire ça sans trop d'à-coups, etc., on a gagné en concentration. Voilà, c'est un truc dont je me sers depuis que j'ai 15 ans à peu près. Pas mal. Moi, j'utilise pas mal la respiration. C'est-à-dire le fait de juste prendre 90 secondes, 1 minute et demie, respiration. Ça peut être de l'ordre ça se rapproche de la cohérence cardiaque, avec 5 expirations, 5 inspirations sur 10 secondes, etc. Ah. Oui. Il y a peut-être aussi ça d'avoir me permet vraiment de me recentrer. Pardon. Non, c'est moi qui t'ai coupé. Et peut-être aussi, effectivement. Par contre, il y a un truc qui marche bien quand j'ai trop de pensées parasites, c'est d'avoir le papier puis de tout écrire dessus. Ah oui, c'est vrai que ça calme. Ça fonctionne. Bon, ben j'essaierai le train alors. Bon, Moi aussi. Bah, tu me diras. Vous me direz. Alors, Ok, je continue dans ma concentration. Alors, il y a la volonté, le fait de compter sur la volonté, de se dire ouais, j'y vais, je fais. Et puis il y a la réalité où on sait que des fois on a un peu plus de mal. Et donc il y a des outils qui nous aident pour ça. Hein. Je vous avais fait part de mon étonnement un jour devant ce jeune qui m'avait sorti une app qui arrête toutes les autres notifications. Que je me disais, mais c'est pas plus simple juste de dire de pas faire la notification au départ, et ça lui paraissait tellement incongru. Il dit bah non, il faut une app pour ça. Bon d'accord. Donc il y a une app maintenant, sachez, qui empêche toute notification. Ok. Une app pour contrôler toutes les autres. Ça me rappelle un film, ça. Ou un livre. Et là, j'ai découvert en faisant cette petite chronique un outil qui s'appelle freedom.to, qui donc aide à rester concentré sur la tâche en empêchant les distractions. Donc le truc est assez efficace aussi, ça marche pas mal. En fait, ça va empêcher la consultation de tout un tas de sites internet. Ça va empêcher même la consultation d'app sur c'est un truc qui s'installe sur votre machine et peut dire non, c'est pas le moment d'ouvrir cette app-là, etc. C'est assez rigolo. Et il y a même, tu parlais d'ancrage tout à l'heure avec le son, notamment Geoffrey, il y a même une petite fonction qui permet de te mettre un fond sonore qui correspond à ce qui va t'aider à te concentrer. Et donc, tu as des bruits de bureau londoniens, tu as des bruits t'as tout un tas de trucs comme ça qui sont assez rigolos. Bref. Donc voilà, je mentionne l'app qui existe. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme bonne pratique? Le fait de consulter son courrier, évidemment, à intervalles réguliers au cours de la journée, c'est-à-dire à tout le temps, mais seulement quand on choisit. Mais encore là, rien de nouveau pour les gens qui nous écoutent régulièrement. Et de fermer évidemment de fermer la messagerie quand on travaille sur quelque chose. En tout cas, d'essayer de faire en sorte de n'avoir que cette fenêtre-là d'ouverte. Et je finis la productivité avec un point qui s'appelle ici remplir le réservoir de productivité. On retrouve l'idée de mettre le téléphone de côté jusqu'à ce qu'on ait effectué une pratique mentale énergisante. Donc avoir trouvé quelque chose qui nous donne de la pêche le matin, et après seulement on peut consciemment reprendre son téléphone. Donc ça peut être de l'exercice physique, ça peut être du yoga, ça peut être de la méditation, ça peut être boire son café en pleine conscience, c'est ce que vous voulez, mais enfin un truc qui vous ancre dans la journée, qui vous dit voilà, je suis là aujourd'hui, maintenant, et voilà ce qui se passe. Donc évidemment, travailler avant de regarder son courrier électronique quand c'est possible, modulo ce qu'on a mentionné juste avant. Une seule tâche à la fois, ça n'étonnera pas les gens de savoir que le multitâche n'existe pas. Bah là, c'est de nouveau confirmé. Le fait de se faire des petits objectifs à atteindre tout au long de la journée et de cocher sur la liste de tâches. Ça, c'est un truc qu'on en parle souvent. C'est vrai que moi, j'aime bien ça. Des fois, il y a des gros trucs, puis des fois, j'aime bien faire des petits. Parce que j'en fais plein de petits, ça m'en fait 4-5 et je suis content. Hein, d'où, chez moi, je les prends souvent sur la liste moins de 5 minutes. Parce que si c'est moins de 5 minutes, a priori, ça va être vite fait. Et puis, je peux en faire pas mal. Oui. Et moi, je rajouterais de garder quelque part une liste des choses faites. Hein, parce que selon les applis, selon les usages, parfois on coche et pouf, la tâche disparaît. Et c'est un peu frustrant parce que du coup, on ne voit que ce qui reste à faire. Et ça va bien avec le fonctionnement du cerveau. C'est-à-dire, on se souvient très bien de tout ce qui nous reste à faire et pas forcément de tout ce qu'on a fait. Typiquement, l'effet Zeigarnik. Donc, garder une liste de tâches de tout ce qui a été fait,
ça permet aussi de développer la productivité parce qu'on voit qu'on avance, on voit qu'on est productif, on voit qu'il y a des choses qui sont rayées, qui sont faites, et donc ça développe le momentum, l'incitation à continuer. Yes. Et ça va très bien avec le fait le point juste après qui est d'accorder du mérite pour le travail accompli. Le fait de se dire, voilà, revenir un petit peu et pourquoi pas en fin de journée en se disant, ah, j'ai quand même fait ça. Mine de rien. Mine de rien. J'ai quand même fait tout ça. J'ai quand même fait mon lit ce matin. Quand même. Exactement. Et mon café. Voilà. Et bu mon café en pleine conscience. Et c'est après que ça vient. Bon, bref. Et le dernier point, se coucher à une heure raisonnable, en arrêtant les écrans 30 minutes, 2 heures avant. Ça, après, les heures varient. Mais enfin, l'idée est toujours la même, de se dire, moins vous avez d'écran plus il y a de temps entre le moment où vous arrêtez l'écran et vous vous couchez, mieux vous dormirez. Alors, c'est quand même comique parce qu'il y a tellement d'applications pour s'endormir sur les iPhones. C'est clair. Et alors, je l'utilise pas vraiment, mais j'écoute des machins pour m'endormir et c'est vrai que ça... C'est sur le téléphone. Ça peut être piégeux parce que des fois, ça fonctionne très bien. Et parfois, au contraire, du coup, l'écran est pas loin et voilà. Eh oui. Donc voilà, mets-le en noir et blanc dans ce cas-là. Je vis dangereusement. C'est exactement ce que j'allais dire. je vis dangereusement. Ah oui, en noir et blanc, c'est moi qui joue. Et ça n'empêche pas la musique de passer. Il y a un autre point que j'allais dire que je voulais te mentionner sur cette notion d'arrêter les écrans, etc. C'est vrai que le soir, c'est assez facile quand on est fatigué de se laisser porter par un épisode d'une série, puis un deuxième, puis un troisième, ou du scroll infini sur Insta, ou etc. La question que j'ai envie de poser, c'est le temps que vous passez à faire ça, à qui est-ce que vous le prenez? Ou à quelle partie de votre vie est-ce que vous le prenez? Parce que si je me couche à 23h ou à minuit ou à 1h du mat, il y a bien un moment, le matin, alors suivant le cadre de vie, peut-être qu'il faut quand même que je me lève à 6h parce que j'ai les enfants, parce que j'ai un boulot, parce que ceci, ou je peux me lever à 9h. Mais néanmoins, le temps qui est utilisé le soir à faire des choses qui sont pas forcément prioritaires, il est pris sur quelque chose d'autre. Est-ce qu'il est pris sur votre santé parce que vous dormez moins? Est-ce qu'il est pris sur votre disponibilité mentale parce que vous allez être moins concentré le lendemain pour votre boulot? Est-ce qu'il est pris... Donc, il est, entre guillemets, volé à quelque chose d'autre. Et je trouve que c'est le fait de réconcilier les deux, de se dire, mais là, je suis en train de faire ça, mais le temps, je le prends à quelque chose à moi du futur. Ça permet de se détendre et se dire, ok, non, je vais pas voler ça à moi du futur et je vais arrêter l'écran maintenant et je vais aller me coucher et je vais y aller de manière plus sereine pour pouvoir vraiment profiter de ma journée de demain. C'est pas mal ça. C'est le début de la sagesse, quoi. C'est ça le problème. On y travaille, on y travaille. Il faut avoir fait sa puberté pour ça. Mais en fait, c'est toujours la prise de conscience finalement. C'est la prise de conscience de dire est-ce que ce que je fais finalement parce qu'après il y a des choses, je sais pas, moi plus ça va, plus je me dis il y a des choses qui servent pas forcément à un but. Enfin, ça sert toujours à un but, mais ça peut être le but, ça peut être simplement de me détendre. Et des fois, je peux avoir envie juste de débrancher mon cerveau et de le mettre sur Netflix ou Prime ou ce que tu veux et de rester là. Mais c'est vrai que avoir la capacité de se dire oui, mais attends, là maintenant je rebranche. C'est ça. C'est-à-dire qu'au bout de 5 épisodes de Game of Thrones et quand il est 1h30 du matin, peut-être qu'entre le 5e et le 6e, je peux me dire... J'arrive de le payer cher, sinon. Est-ce que vraiment, ça vaut le coup d'en faire un 6e? Mais oui, c'est essentiel d'avoir des moments où on se laisse aller, où on déconnecte, où on fait d'autres choses, etc. Et puis peut-être que c'est aussi sympa d'avoir des moments où tous ces conseils-là, en fait, peut-être on en fait fi. C'est-à-dire que quelquefois, je sais que ça me déplaît pas d'avoir plein de coups de téléphone qui arrivent, de pas les gérer, d'être à la fois sur un truc et sur un autre. Voilà. Je veux dire, c'est la chanson de Benabar, quoi. Est-ce de ma faute à moi si j'aime le café et l'odeur du tabac, alors qu'on sait que c'est pas bon pour la santé, d'accord, mais il y a peut-être comment dirais-je, aussi peut-être d'accepter que des moments, c'est ok d'en avoir plein partout et que ce soit un peu le bazar et que ce soit pas propice à la concentration et puis pas grave, quoi. Ouais, mais c'est une question d'équilibre, c'est-à-dire qu'il faut, pour moi, il faut sentir à ce moment-là le moment où ça devient un problème et s'arrêter avant ça. Parce que encore tu vois, ça peut être ok que effectivement on laisse tomber, on répond pas au truc, etc. Mais à partir du moment où il y a une petite voix qui dit not cool. Ça va. Pour le moment, j'ai l'impression que ça va bien, mais le truc, ça va me revenir dans la figure. Enfin, là, c'est la partie en moi, c'est le gros feignant en moi qui parle. Hein. C'est le mec qui dit, pour le moment, ça a l'air peut-être ok, mais tu vas voir comment tu vas trimer tout à l'heure. Et je me dis, non, finalement, je préfère trimer un petit peu maintenant et beaucoup moins tout à l'heure. Voilà. C'est marrant. Moi, je ferai le parallèle avec ce dont on parlait tout à l'heure, avec l'addiction.
avec le fait que je démarre, je débranche le cerveau, et puis c'est cool, je fais un truc, un deuxième truc, je ferai plusieurs tâches en même temps, plusieurs machins. Et finalement, ça a un côté satisfaisant parce qu'on a l'impression de faire plein de trucs. On sait que le multitâche, c'est très attrayant, même si on coche pas forcément les cases, mais on a l'impression de faire plein de trucs en même temps. Les séries, pareil, le scroll infini sur Insta, idem, et ainsi de suite. Et à quel moment est-ce que je suis en contrôle et je suis capable de dire là, j'accepte et j'ai lâché les rênes et je me fais plaisir et c'est cool. Et à quel moment j'arrive plus à rattraper les rênes parce que le scroll infini, ça fait 2 heures que j'y suis et j'arrive pas à décrocher, quoi. Voilà. Je crois que c'est toute la difficulté. Un épisode sur les écrans, l'addiction aux écrans anonymes ou les addicts anonymes aux écrans ou quelque chose comme ça. Carrément. Bon, alors les gars, ça fait déjà un petit moment qu'on est dans l'épisode. J'ai juste parlé de la productivité. Ah, pardon. Mais c'est tellement intéressant ce que tu nous racontes, Romain. Mais bien sûr. Mais voilà, je pensais vous parler de 4 autres et finalement, je pense que si j'en fais déjà un autre, ça serait pas mal. Donc, ça va faire plus d'épisodes, mais il n'y a pas de problème. Donc, je vous propose là, on va faire l'environnement, parce que de toute façon, il y a des choses qui se regènent un petit peu. Et puis voilà. Après, le reste pour d'autres épisodes. Donc alors, à quoi ça ressemble l'environnement dans un contexte d'épanouissement numérique? Et donc ça va être une vie finalement en harmonie avec notre environnement physique et numérique. Alors à quoi on va reconnaître ça? On va reconnaître ça au fait que nos espaces sont optimisés pour un travail sans distraction. Donc ça rejoint un peu ce qu'on a dit juste avant. On va reconnaître ça au fait qu'on utilise des frontières numériques, des frontières, vraiment des moments où on se dit bah là on fait pas. Et puis un genre de pratique de feng shui finalement, une espèce d'équilibre entre la numérisation excessive et puis le minimalisme. D'accord. Numérique, quelque chose qui est plutôt, moi je suis plutôt fan perso du minimalisme. Donc si je reprends ces histoires de télétravail notamment, de réorganiser son bureau à la maison, on va retomber sur des choses qu'on disait déjà un petit peu en productivité et finalement tant mieux que ça se télescope pas. Donc le fait de séparer son bureau domicile et puis différentes zones privées de la maison, avec les indicateurs clairs, pourquoi pas des séparateurs, des portes fermées, des tapis, des couvertures, n'importe quoi qui permet de créer comme ça une espèce de barrière invisible. Désencombrer l'espace de travail pour que ça fasse un environnement de travail propice. Et comme on dit souvent ici, c'est pas un problème que ça soit en bazar quand on est en train de travailler. L'idée, c'est que ce soit nickel avant qu'on arrive et une fois qu'on est parti. D'accord, mais quand on travaille, on travaille. On va pas s'obliger à être. Et même si on est bureau à domicile, de porter une tenue professionnelle, même si décontractée, pour signaler au travail, c'est le moment de bosser. Moi, je crois beaucoup à ça. Mais ça, c'est peut-être l'ancien comédien aussi. Moi, je trouvais beaucoup mes personnages dans les chaussures. C'est-à-dire que j'avais trouvé mon personnage une fois que j'avais trouvé la paire de pompes qu'il utilisait, parce que ça me donnait la démarche, ça me donnait tout un tas de trucs, etc. Il y a d'autres, ils vont trouver, je sais pas moi, des vêtements, la veste ou j'en sais pas. Et vraiment, ça fait l'habit fait quand même un peu le moine là. Je suis assez d'accord. En fait, et moi je pousserais même le truc un peu plus loin. C'est-à-dire que, par exemple, si on travaille de la maison, en fonction des sujets qu'on va aborder en télétravail, on peut avoir des tenues différentes. C'est-à-dire qu'effectivement, si j'ai 3 calls hyper importants avec des partenaires, des investisseurs, des potentiels clients, etc., je serai probablement plus dans mon personnage si j'ai la chemise, si j'ai etc. À l'inverse, si j'ai un call en visio pour faire du brainstorming, peut-être que je peux bénéficier en étant chez moi d'une tenue vestimentaire différente, plus détente, moins structurée, tout en étant bien sûr professionnel ou de pas activer la caméra du tout. C'est-à-dire fixe chaussettes ou chaussons, quoi, mais fixe chaussettes pour le call et puis chaussons pour le. Ouais, ou je sais pas, une tenue sportive ou une tenue un peu plus décontractée pour laisser l'esprit aller sur des zones auxquelles il n'aurait pas forcément eu accès dans une tenue plus rigide. Donc moi j'aime bien ce côté-là. Ok. Très bien, très bien. Ça rejoint aussi le côté PNL tactile. On parlait des différents sens tout à l'heure. Ah oui. Jean-Philippe, on a parlé de l'odorat, de la vision, etc. Mais c'est aussi le fait d'être dans une tenue particulière. C'est aussi un côté tactile. Je sens que je suis habillé d'une certaine manière. Le VACOG. Alors après, on va aller chercher l'équilibre en ligne, hors ligne. C'est-à-dire que là, on va avoir une attitude plus consciente encore, enfin toujours consciente, de se dire, il y a des moments où je suis en ligne, des moments où je suis volontairement hors ligne. Je vais débrancher. Alors ça peut être une fois par semaine, ça peut être une fois par jour, ça est le temps que vous voulez, ça peut être 10 minutes, 1 heure, un jour, c'est ce que vous voulez, mais c'est avoir ce moment d'action où se dit, je retourne un peu faire des choses analogiques. Je retourne vers un vrai arbre que je vais aller vraiment toucher, des vrais gens que je vais vraiment aller voir. Voilà, je vais juste, le numérique n'existe plus. Et puis on peut aussi, et après
Et à côté de ça, évidemment, la logique, c'est de toujours organiser et communiquer à la communauté professionnelle, les gens avec qui on interagit autour, que ces moments-là, bah, on est en pas dérangé, ou ces moments-là, on n'est juste pas disponible numériquement si jamais on devait l'être, quoi. Et ça peut être aussi, des fois, aller en réunion sans son téléphone. Je suis au bureau, je laisse mon téléphone au bureau, je pars en réunion. Et je suis dans la réunion complètement sur mon téléphone. Alors, si on a une smartwatch, il faut aussi laisser la montre au bureau. Voilà, c'est ça. C'est ça. S'interroger sur l'usage de la smartwatch. Exactement. Ouais, ça, exactement. ouais. Ouais. Ah ouais. De toute façon, c'est des choses qu'on sait. Hein. C'est vrai que, encore une fois, si on peut laisser son téléphone de côté quand on est à la maison, c'est pas plus mal, quoi. Tous les téléphones rangés dans l'entrée dans une bannette, et la vie en famille se passe toujours beaucoup mieux. J'en arrive au minimalisme numérique. Là, on va carrément avoir cette démarche ultra consciente de réserver du temps pour réfléchir à nos valeurs et adapter nos habitudes numériques en conséquence. C'est-à-dire prendre un moment et pour chacun des usages numériques se poser la question de est-ce que ça vaut le coup? Alors, on rejoint un peu ce que tu disais, Geoffrey, tout à l'heure, sur le fait de finalement, je suis en train de regarder Netflix depuis je sais pas combien de temps. Est-ce que ce temps que je passais là, je le prends à quelque chose d'autre? Est-ce que j'aurais pas mieux fait ou j'aurais pas plus d'intérêt, moi, dans ma vie en général, à consacrer du temps à cette autre chose? Là, c'est un peu ça. Dire, mais finalement, est-ce que c'est ok ce que je fais? Et ça peut être ok des fois. Hein. Bien sûr. Ça peut être ok. Mais on peut, si on a cette démarche-là, passer du FOMO, hein, le fameux FOMO, le fear of missing out, le fait d'avoir la peur de manger quelque chose, à cette chose que je ne connaissais pas, que j'ai découvert dans la chronique, qui s'appelle le JOMO, Joy of Missing Out. C'est-à-dire le fait de la joie de manquer quelque chose. Choisir intentionnellement le moment où on s'engage en ligne et celui où on s'éloigne de l'écran pour se dire non, je vais pas regarder ce qui se passe et c'est trop bien. Ouais. Je vais pas aller regarder Insta, je vais pas aller regarder le Snap ou n'importe quoi ou le TikTok et c'est trop bien parce que je vais faire d'autres choses qui me nourrissent davantage. Parce que ça va me permettre de faire ci, de faire ça, exactement. etc. Ouais. Alors, on a une petite variante ici du shuffle que je mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de repousser un petit peu, c'est la règle du vraiment. Se demander si on a vraiment besoin de regarder, de vérifier son téléphone de temps en temps. Est-ce qu'on a vraiment besoin des dernières nouveautés? Est-ce qu'on a vraiment besoin des derniers gadgets en date? C'est vraiment se poser ces questions-là, dire est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Qu'est-ce que ça m'apporte? Et à quoi ça risque de me contraindre? Quelle liberté ça risque de m'enlever, effectivement. Après, on a la possibilité de vérifier évidemment son temps d'écran pendant une semaine. Hein, ça, c'est les téléphones vous permettent de faire ça maintenant, que ce soit iOS ou Android, de voir le temps que vous passez sur diverses applications. Alors après, il faut se méfier aussi parce qu'il y a des applications qui sont pas du tout de productivité, mais qui vont aller se ranger dans la catégorie productivité. Ouais. Absolument. J'aurais tendance à... Pour moi, c'est un peu délicat l'usage de... Alors, je pense que c'est un bon premier pas que les constructeurs ajoutent cette fonctionnalité-là dans les téléphones. Mais je trouve que c'est encore trop brut de décoffrage pour pouvoir être vraiment utile. C'est-à-dire que y a des applis qui sont pas du tout de la productivité réelle qui sont listées comme étant de la productivité. À l'inverse, il y a les applis dont on va avoir besoin. Je pense, je sais pas, quelqu'un qui fait du marketing, qui va passer du temps sur Facebook. Bien sûr. L'appli va être incapable de différencier si c'est Facebook perso ou Facebook pour poster, ou LinkedIn parce que je me balade sur des posts d'un peu tout le monde et que je scrolle de manière complètement aléatoire, ou bien si c'est LinkedIn parce que je publie quelque chose, que je réponds à des collègues, à des personnes, etc., etc. Voilà. Donc c'est encore un peu brut de décoffrage, mais je pense que c'est bien parce que ça va évoluer, ça va avancer et on va avoir de plus en plus de choses précises. Eh ben écoutez les gars, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Donc je vous aurais fait sur 2 points sur la productivité et sur l'environnement au lieu des 4 que je voulais, mais il y a pas de souci. Après tout, on a le temps. Exactement. Mais ouais. Et si on prenait le temps, hein? Si on prenait le temps de faire ça bien. Eh ben écoutez, slow podcast. C'est le slow podcast. À la prochaine pour Jean-Philippe, tu voulais ajouter quelque chose? Juste Romain, parce que mais tu n'en parles pas assez, mais il y a une chaîne YouTube maintenant. Il y a une chaîne YouTube, oui, c'est vrai. Il y a une chaîne YouTube. Je n'en parle pas beaucoup parce qu'en fait, j'étais pas sûr du nom et je me dis ouais, mais ça fait plusieurs fois déjà que j'ai un nom, puis après je change le nom et puis après, donc c'est un peu troublant. Mais n'empêche qu'il y a une chaîne YouTube effectivement qui s'appelle Plus d'effets, moins d'efforts. Sur laquelle vous pouvez aller, et c'est des petites pastilles qui sont assez courtes, hein, puisque alors j'ai fait une fois un épisode de 20 minutes complètement délirant avec des effets spéciaux et tout, mais la plupart du temps c'est des trucs qui font 2 minutes 30, 3 minutes sur des points de productivité. Donc effectivement, je vous invite à y aller, à liker, à le partager, à le faire savoir autour de vous, et à vous y retrouver avec plaisir aussi, notamment pour les commentaires. Oui, alors je suis de parti pris, mais moi j'ai trouvé ça vachement bien. Oh, merci. Ça Bien le nom. Plus d'effets, moins d'efforts. Ouais, Surtout moins d'efforts, exactement. en fait. Oui, Ouais. c'est bon.
Bon, et ben au prochain épisode, je vous parlerai de la communication et des relations et de comment avoir une hygiène numérique dans ces domaines, puisque j'ai bien compris qu'on allait 2 par épisode, quoi. Ou alors, faut demander à tes acolytes de faire moins d'interruptions finalement. Ça peut être. Non mais c'est tellement intéressant ce que vous dites. Ben, offre-nous à boire et puis on parlera moins, tout ça. Allez, à bientôt. À bientôt. Pro et Serein, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous et pourquoi pas à nous laisser un commentaire soit sur votre plateforme préférée, soit même sur le forum du site www.proetserein.com qui est en accès libre à la lecture. Restez pro, restez serein et nous vous retrouvons au prochain épisode.